faire ce séminaire. Dans l'amphi Blandin aujourd'hui avec vous. Donc, je vais effectivement vous parler des effets collectifs dans les suspensions de bactéries. Donc, c'est un travail qui est issu d'une collaboration active entre avec différents collègues, donc notamment avec Éric Clément au PMMH, avec qui j'ai co-encadré la thèse de Pierre-Henri Delville. Les collègues de Édimbourg, où j'ai pu partir en sabbatique pendant 6 mois il y a quelques années dans le laboratoire de Wilson Poon, où j'ai pu travailler avec Vincent Martinez, Alexander Morozov, Yana, Charles Linek, Joren Hart et Angela Dawson. Et c'est aussi une collaboration donc active avec Harold Oradou, qui est au FAST, avec qui je travaille depuis quelques années, et avec qui on a travaillé avec Adama Crepi, qui a été postdoc avec nous, et j'ai eu la chance de travailler aussi avec Mathias Lopez, qui était doctorant avec Harold. Et effectivement, donc depuis 4 ans, j'ai rejoint le laboratoire FAST, et on travaille ensemble sur les mouvements collectifs de bactéries. Alors, comme introduction, je voulais vous parler de la matière active et vous raconter un petit peu ce que c'est. Donc, la matière active, c'est observé dans la nature, un peu partout et à différentes échelles. Et donc, c'est essentiellement des comportements collectifs qui nous entourent. Ça va des microtubules, donc ce que vous voyez ici sur l'image de gauche, des microtubules en présence de moteurs d'actine et d'ATP qui sont à la surface d'une vésicule de PEG, des swarms de bactéries comme vous voyez ici, des bancs de poissons que vous avez déjà certainement observés, et puis des troupeaux d'animaux qui se déplacent collectivement dans les champs. Et la question derrière tout ça, c'est comment est-ce que ces systèmes arrivent à s'auto-organiser sans qu'il y ait globalement un pouvoir d'orchestration générale. Et ce qui est intéressant aussi, dans ces systèmes-là, c'est que les individus sont capables de communiquer à courte portée. Et pourtant, les structures qui forment, en tout cas, le mouvement se synchronise sur des échelles qui sont extrêmement grandes par rapport à la taille des individus. Donc, la question, c'est comment est-ce que cette communication permet l'arrangement comme ça à grande échelle. Et ce qui peut être aussi fascinant dans les systèmes collectifs, c'est les propriétés qui émergent. Donc, ce sont les propriétés qui émergent de ce comportement collectif et qui ne sont pas forcément attendues initialement. Donc, une autre question derrière ça, c'est ces systèmes sont hors d'équilibre, puisqu'en fait, on va injecter localement de l'énergie à l'échelle de chaque entité, et l'énergie est transformée en propulsion, donc en mouvement. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut décrire ces systèmes-là avec la physique statistique qu'on connaît, ou est-ce qu'on a besoin de mettre en place un nouveau paradigme? Et une des questions aussi qui me fascine, c'est comment le comportement finalement d'un individu va influencer globalement le comportement du groupe. Donc voilà, tout ça, ce sont effectivement des questions qui relèvent de la matière active. Et comme je vous l'ai dit, c'est à toutes les échelles. Les microtubules, c'est plutôt des diamètres de 7 nanomètres. Les poissons, c'est de l'ordre du centimètre. Les animaux, c'est plutôt de l'ordre du mètre. Et donc, moi, je m'intéresse essentiellement ici aux bactéries, dont l'échelle de taille de l'entité, c'est 2 microns. Enfin, à peu près, quoi. C'est de l'ordre du micron. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est comment est-ce que les bactéries nagent. Qu'est-ce qu'il faut pour que les bactéries arrivent à nager à faible nombre de Reynolds? Qu'est-ce que c'est qu'une bactérie? Son moteur rotatif qui lui permet de nager, comment elle brise la symétrie à faible nombre de Reynolds, et comment elle nage,
Et ensuite, si on va vers des systèmes qui sont plus denses, la question va être, enfin voilà, l'observation des mouvements collectifs à plus forte densité, avec éventuellement une longueur de corrélation. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on met ces bactéries sous cisaillement? Voilà, quel va être l'effet collectif sur la viscosité effective? Et qu'est-ce qui se passe à l'échelle microscopique quand on observe une viscosité nulle dans la suspension? Alors, la première chose, effectivement, c'est la motilité à faible nombre de Reynolds. Donc, c'est ce qu'on appelle le Scallop théorème. Donc, vous connaissez l'équation de Navier-Stokes, qui régit l'écoulement de vitesse dans le fluide newtonien visqueux incompressible autour d'une particule de taille A qui s'écoule dans le fluide à une vitesse V. Et donc, cette équation de Navier-Stokes, on peut la dimensionnaliser avec des paramètres caractéristiques tels que la vitesse caractéristique du système, la taille caractéristique dans le système. On va construire du coup un temps. Et puis, si on adimensionnalise cette équation, on fait apparaître donc un coefficient ici devant le terme visqueux qui est en AU sur nu. Et donc, ce nombre de Reynolds qui est adimensionné, en fait, va nous informer sur la caractéristique du système. Par exemple, il va nous dire quels sont les types de forces qui sont prépondérantes dans le système, puisque c'est le rapport entre les forces inertielles et les forces visqueuses. Et donc, si ce nombre de Reynolds est grand, le système va être dominé par l'inertie. Et en revanche, si ce nombre de Reynolds est petit, le système va être dominé par les forces visqueuses. Alors, dans quelle situation on a un nombre de Reynolds petit? Donc, si on prend par exemple Michael Phelps, alors donc tout ça, c'est issu d'un joli papier de Purcell qu'il a écrit en 1976, qui s'appelle Life at Low Reynolds Number. Et donc, il discute de ça justement, qu'est-ce qu'il faut pour nager à faible nombre de Reynolds. Et donc, si on regarde Michael Phelps, par exemple, quand il nage dans sa piscine, son nombre de Reynolds associé est de 3 × 10⁻⁶. Pour un poisson dans la mer, on a plutôt un nombre de Reynolds qui est de l'ordre de 10⁻². Et puis, si on prend une bactérie qui nage à 30 microns par seconde, je vous ai dit, la taille d'une bactérie, c'est de l'ordre du micron, on arrive à un nombre de Reynolds qui est de l'ordre de 10⁻⁴, et donc qui est extrêmement faible. Et ça veut dire que dans ce système-là, c'est essentiellement les forces visqueuses qui dominent. Alors, si les forces visqueuses dominent, ça veut dire qu'on peut négliger les termes inertiels. Et donc, c'est ça le Scallop théorème. Donc, c'est toujours dans le papier de Purcell. Dans le Scallop théorème nous dit que à faible nombre de Reynolds, du coup, on peut négliger les termes inertiels. Et donc, on simplifie très fort l'équation de Navier-Stokes pour obtenir l'équation de Stokes. Et cette équation-là, elle est réversible par rapport au temps. Et donc, ça veut dire que le vecteur U, le champ de vitesse U et le champ de vitesse moins U sont tous les deux solutions de cette équation. Et ça veut dire que les mouvements qui sont symétriques par rapport au temps ne permettent pas de déplacement, ne permettent pas de déplacement de l'individu. C'est-à-dire que si je prends une noix de Saint-Jacques, elle va se fermer et s'ouvrir, et se fermer et s'ouvrir, il ne se passe rien. En fait, c'est un mouvement qui est complètement symétrique à faible nombre de Reynolds. Évidemment, la coquille Saint-Jacques, elle a un nombre de Reynolds beaucoup plus important, mais si on la mettait dans à faible nombre de Reynolds, ce mouvement de coquille Saint-Jacques ne lui permettrait pas de déplacement. Alors, c'est cette petite expérience qui a été faite par Taylor en 1967. Donc, il design un petit robot avec une pale au bout. Et donc, c'est une pale qui monte et qui descend. Hein. C'est très simple comme petit robot. Puis, il met ça dans un aquarium rempli d'eau. Et qu'est-ce qui se passe dans un aquarium rempli d'eau? La viscosité du fluide est suffisamment faible. Donc, le nombre de Reynolds est grand et le robot avance. Et par contre, s'il prend un aquarium rempli de sirop, la viscosité est plus grande et le même robot n'avance pas. Donc, en fait, quand les bactéries nagent dans leur environnement, elles sont à très faible de Reynolds et c'est l'équivalent pour nous
nager dans une piscine de goudron, quoi, typiquement. Faible nombre de Reynolds, 10-4. Donc, la question, c'est comment elles nagent, ces bactéries, justement, dans cet environnement visqueux. Alors déjà, la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une bactérie. Donc, une bactérie, c'est un organisme vivant, unicellulaire et autonome. Et on retrouve leurs traces il y a 3,8 milliards d'années, à peu près. Donc, l'arrivée de l'eau sur Terre, c'est à peu près 4,36 milliards d'années. Et en fait, ces bactéries, initialement, c'était des cyanobactéries. Elles ont permis de relarguer l'oxygène dans l'atmosphère, l'oxygène sous forme de dioxygène, celui qu'on respire. Donc, si aujourd'hui on a une atmosphère respirable, c'est parce que les cyanobactéries se sont chargées de relarguer l'oxygène dans l'atmosphère. Et elles sont capables de s'adapter à des conditions extrêmes de pH, de température, de pression, de niveau d'eau, etc. Et alors, les prédictions théoriques ne sont pas complètement toutes en adéquation. C'est-à-dire que certaines prédictions estiment qu'on en a entre 100 et 1000 milliards d'espèces qui vivent sur Terre. D'autres estiment qu'on en a plutôt entre 0,8 et 1,6 million. Donc, les gens ne sont pas tous d'accord. Ce qu'on sait, c'est qu'on en a cultivé 14 000 espèces sur 1000 milliards, c'est-à-dire extrêmement peu. Et la raison pour ça, c'est qu'en fait, on ne sait pas les cultiver au laboratoire. Et donc, si on ne sait pas les cultiver, on ne peut pas les observer. Et donc, sur ces 14 000 espèces, il y en a 2300 qui sont issues d'échantillons prélevés sur l'homme. Donc, en quelques chiffres, les estimations théoriques, encore une fois, disent qu'on en a quelque chose comme 5 quintillions sur Terre, 40 millions par gramme de sol, 1 million par millilitre d'eau fraîche, 10 puissance 12 sur la peau, 10 puissance 10 dans la bouche et 10 puissance 14 dans l'intestin. Donc, des bactéries, il y en a vraiment partout, y compris sur nous. Et donc, certaines personnes aiment à dire que nous sommes constitués en majorité plus de bactéries que de cellules eucaryotes, ce qui est vrai en nombre, ce qui n'est pas forcément vrai en masse, mais voilà. Alors, pourquoi on s'intéresse à Escherichia coli? Alors, Escherichia coli, c'est un système modèle, en fait, qui a été découvert assez tôt. Et le gros avantage de cette bactérie, c'est qu'on a su la cultiver très vite, en fait. Donc, c'est une bactérie qui est commensale de l'homme. Et comme on sait la cultiver, elle devient vite un modèle pour tout un tas de choses, y compris pour les études de microbiologie de Pasteur jusqu'à aujourd'hui la pharmacologie ou des choses comme ça. Le gros avantage aussi pour les physiciens qui étudient la motilité des bactéries, c'est qu'elles nagent. Certaines souches de bactéries nagent. Et donc, pour nager, en fait, elles sont équipées de ces longs filaments protéiques qui mesurent de l'ordre de 10 microns de long, 50 nanomètres de diamètre. Et en fait, chaque flagelle est attaché dans sa membrane par un moteur rotatif qui fonctionne à l'hydrogène. En fait, c'est un moteur à hydrogène, un gradient de protons qui passe au travers de la membrane, qui fait tourner le moteur et qui entraîne le flagelle. Et ce moteur-là, c'est un auto-assemblage de protéines, qui est d'ailleurs assez impressionnant. Si on regarde en détail le moteur, on a ici une image en microscopie électronique. Enfin, ce n'est pas tout à fait une image, c'est une superposition de plusieurs centaines d'images de microscopie électronique pour avoir cette résolution-là. Et donc ça, c'est le moteur qui est dans la membrane de la bactérie. Vous voyez qu'il fait 45-50 nanomètres de diamètre. Et c'est un vrai petit moteur d'ingénieur, de nano-ingénieur, puisqu'il a un stator, un rotor, etc. Et puis, il a un crochet souple ici qui va entraîner le flagelle. Donc, je peux vous montrer une petite animation ici, où vous voyez justement donc, le flagelle, le crochet souple et le moteur qui fonctionne grâce à un gradient de protons qui est capable de tourner donc, dans un sens comme dans l'autre, en fait. Et on va voir que les deux sens ne sont pas équivalents. Les deux sens de rotation ne sont pas équivalents. Alors, comment on fait du coup la bactérie pour briser la symétrie à faible nombre de Reynolds? Et bien, en fait, les flagelles vont s'assembler en une sorte de faisceau hélicoïdal à l'arrière de la bactérie.
Et comme on a une hélice, ben on a nécessairement une hélicité qui n'est pas toujours la même. Et donc, l'assemblage de flagelles à l'arrière de la bactérie forme un faisceau avec une hélicité gauche. Et donc, ça veut dire que si on regarde essentiellement la crête de l'hélice, elle va se déplacer depuis le corps cellulaire jusqu'au bout de la queue et uniquement dans une direction. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de symétrie dans le mouvement et qu'on brise comme ça la symétrie. Et donc, les bactéries vont comme ça avancer dans le milieu comme une sorte de tire-bouchon qui avance dans une patte, en fait. Et donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, vous voyez l'assemblage de flagelles à l'arrière de la bactérie. Et la bactérie, donc, a un motif de nage qui est assez particulier, puisqu'en fait, elle va courir, elle va faire une course pendant un temps qui est en moyenne de l'ordre d'1 seconde. Et ensuite, les moteurs tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la bactérie nage en une course balistique. Et ensuite, les moteurs tournent pendant 0,1 seconde dans l'autre sens. Et donc, du coup, les flagelles se désassemblent et la bactérie va tourner sur elle-même. Et donc, cette alternance de course et de culbute fait qu'à grande échelle, elle va avoir un mouvement diffusif à 3 dimensions. Voilà, donc ça, c'est en milieu homogène. Je ne vais pas vous parler des milieux hétérogènes, mais dans des milieux hétérogènes, la bactérie est capable de biaiser cette nage justement pour remonter des gradients et se positionner dans des milieux qui lui sont du coup plus favorables. Alors, si on regarde d'un point de vue hydrodynamique, puisque la bactérie nage dans l'eau, en fait, on va pouvoir modéliser la bactérie comme un dipôle de force d'une certaine longueur, L. Et ce dipôle de force donc, va faire un angle θ avec la direction de nage. Et donc, ça va générer un champ hydrodynamique. Le nageur va générer un champ hydrodynamique autour de lui qui est en U de R, donc qui varie en fonction de la distance, qui est FL sur 8pi est à 0 R cube, facteur de 3 cos carré θ moins 1 fois R. Et en fait, F fois L ici, c'est la force du dipôle fois la longueur du dipôle. On va l'appeler sigma 0, donc c'est le dipole strength. Et en fait, ce dipole strength là est lié à l'activité des bactéries, puisqu'en fait, il va dépendre de la vitesse de nage des bactéries. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de force nette et pas de couple net sur ce dipôle. Et en fait, le signe de sigma 0 ici, le signe de ce sigma 0 là, va déterminer à quel type de micronageur on a affaire. Et donc, on va pouvoir classer les micronageurs en 2 grandes catégories. Soit le sigma 0 est positif, et alors on a affaire à des pushers. Alors, des pushers, ça veut dire que les nageurs sont capables d'étirer le fluide dans la direction de la propagation du nageur et d'attirer le fluide par les côtés ici. Donc ça, c'est le joli travail de Knut Drescher quand il était chez Ray Goldstein. Il a fait de la micro-PIV avec des traceurs passifs et il a cartographié le champ hydrodynamique autour d'un pusher. Et donc, on retrouve ce schéma-là. Donc ça, c'est typiquement les bactéries, comme Escherichia coli, par exemple, ce sont des types de push, ce qu'on appelle des pushers. Et inversement, donc si le sigma 0 est négatif, dans ce cas-là, on a des nageurs qu'on appelle des pullers. Pardon, il y a une erreur ici. Donc là, ce sont des pullers. Et par exemple, ça va être Chlamydomonas reinharti, où on voit deux flagelles ici qui battent, qui peuvent être synchrones ou asynchrones d'ailleurs. Et en fait, ce battement des flagelles va créer un champ hydrodynamique autour du nageur qui va être différent du pusher, puisque le fluide est attiré par la tête et la queue, alors qu'il est repoussé sur les extrémités. Donc là, ici, on a un nageur qu'on appelle contractile. Et de la même manière, ils ont pu cartographier le champ hydrodynamique créé autour du pusher.
Donc, en fait, ce qui est intéressant de constater, c'est que si vous avez une population de pushers, le fait qu'ils rapprochent le fluide par les côtés, ben, ça veut dire qu'on va générer des interactions entre pushers qui ont envie de s'approcher les uns des autres et de s'aligner dans un certain ordre, ce qui n'est pas le cas des pullers ici, puisque par les côtés, le fluide est repoussé, et donc ils ont plutôt envie de s'aligner par la tête et les pieds, j'ai envie de dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a des interactions hydrodynamiques comme ça, qui sont plutôt attractives entre les nageurs, et qu'on augmente donc la densité de nageurs. Donc, c'est là qu'on en vient du coup aux effets collectifs. Donc, il y a des modélisations théoriques qui ont été faites par David Saint-Illan et qui expliquent que quand on a une population de pushers à faible concentration, on ne voit pas vraiment d'effet collectif. Mais si on commence à augmenter la fraction volumique, on voit apparaître une sorte de mouvement cohérent, une certaine cohérence dans le mouvement, ce qui est encore plus flagrant quand on est à haute fraction volumique. Par contre, si on prend des nageurs pullers, même avec une fraction volumique importante, comme les pushers, on voit qu'ici, il n'y a pas de mouvement cohérent du fluide et pas de mouvement collectif. Donc, les théories prédisent effectivement pour les pushers seulement et pas pour les pullers des mouvements collectifs quand on augmente la densité de nageurs. Et effectivement, c'est un effet qui a été observé au-dessus d'une certaine densité critique, en fait. On peut voir apparaître une sorte d'écoulement cohérent en fait, des bactéries. Alors ici, encore une fois, ça a été appelé turbulence, alors qu'en fait, on est à faible nombre de Reynolds. Donc, c'est un phénomène qui n'a rien à voir avec la turbulence qu'on peut observer à haut nombre de Reynolds. Mais en fait, c'est la forme de l'écoulement sous forme de vortex, comme ça, qui laisse penser, qui rappelle en tout cas la turbulence à haut Reynolds. Et c'est un phénomène qu'on voit dans le volume et pas que sur des surfaces. Il a souvent été observé près des surfaces, mais en fait, c'est un phénomène de volume. Alors, certaines théories sur les micronageurs laissent penser que dans ces mouvements collectifs, on voit apparaître donc une longueur caractéristique. Ici, par exemple, il y a des expériences où ils ont regardé la corrélation, la longueur de corrélation dans les mouvements collectifs, et ils observent une certaine saturation de la longueur de corrélation. Et donc, les arguments, ce serait des interactions stériques éventuellement, ou des champs hydrodynamiques en champs proches. Donc, la question, c'était, est-ce que dans nos systèmes bactériens qui sont très concentrés, est-ce que nous aussi, on arrive à observer une longueur de corrélation ou pas? Et donc, on a fait ces expériences où on a mélangé donc, des bactéries fluorescentes qui sont, elles, passives. Donc, elles nous servent de traceurs passifs à faible concentration au milieu d'un bain de bactéries qui sont extrêmement actives et qui sont très concentrées. D'accord? Et donc, ça, on le met dans un canal de PDMS sur une lame de verre et on observe par en dessous au microscope. Et ce qui est intéressant avec le PDMS, c'est qu'il est poreux à l'oxygène. Donc, les bactéries peuvent nager de manière très active. Et en plus, on peut faire varier la géométrie. Et donc, on a augmenté la hauteur du canal. C'est très large. Ici, c'est plutôt de l'ordre du millimètre. Mais la hauteur, on a pu la faire varier entre 70 et 600 microns. Et en faisant ces expériences, donc ici, vous avez une vidéo en contraste de phase. On observe les bactéries et on voit une sorte de cohérence dans le mouvement. Et de ces films-là, on va pouvoir faire de la PIV, c'est-à-dire c'est la particule ou la PTV, particule tracking vélocimétrie, et de ça, on va pouvoir extraire le champ de vitesse dans notre vidéo au cours du temps. Et en fait, de ce champ de vitesse-là, donc on a les vecteurs vitesse en chaque point, on va pouvoir tracer la fonction de corrélation des vitesses, qui est une fonction décroissante en fonction de la distance. Et vous voyez que de cette fonction de corrélation, on peut extraire plusieurs informations. Donc, il y a à la fois la décroissance exponentielle, donc la valeur à 1 sur E qui nous donne une première valeur
de longueur, lambda 1. Et puis, on voit que cette fonction de corrélation traverse le 0. Il y a un passage à 0. Et donc, on a une deuxième longueur qu'on va appeler lambda 0. Alors, ce qu'on voit, quand on augmente la fraction volumique des nageurs, c'est que pour des fractions volumiques faibles, on ne voit pas nécessairement de mouvements cohérents, de mouvements collectifs. Mais si on augmente la fraction volumique pour une certaine hauteur de cellules données, ici on a 400 microns, on voit qu'à une fraction volumique de 1%, eh ben, on commence à avoir déjà ici, ça commence à être observable, et à 1%, c'est clair que là, on a des mouvements collectifs dans notre système. Donc, pour chaque image, pour chaque vidéo, on va tracer la fonction de corrélation. Et donc, on va pouvoir établir la longueur caractéristique en fonction, ici, de la fraction volumique dans l'échantillon. Et donc, si on trace la longueur de corrélation de la décroissance exponentielle en fonction de la fraction volumique, on voit qu'on a une transition nette entre ici, donc une longueur qui est très faible, une longueur de corrélation qui est très faible pour des fractions volumiques qui sont faibles. Et si on augmente la concentration en bactéries, si on augmente la fraction volumique, on voit que les longueurs de corrélation deviennent très grandes. Très grande, c'est par rapport à la taille de la bactérie. Ici, on a 250 microns par rapport à une bactérie qui fait 2 microns. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, ici, on représente le champ des vitesses. Donc, vous voyez que pour des fractions volumiques faibles, on ne voit pas beaucoup de cohérence dans le vecteur vitesse. Par contre, à 1,4% de fraction volumique, on voit qu'il y a une cohérence dans la vitesse. Donc, ce qu'on observe ici, c'est qu'on a une fraction volumique critique, on va dire, à 0,75%, où on voit apparaître les mouvements collectifs. Et elle est importante, cette valeur de 0,75%, parce qu'on va la retrouver après dans d'autres expériences. Et donc ça, c'est assez consistant avec les théories qui ont été établies précédemment. Alors maintenant, si on regarde le passage à 0 en fonction de la hauteur du canal, on observe, nous aussi, une saturation de cette longueur caractéristique. Seulement, voilà, on s'est rendu compte que cette saturation-là, elle était certainement artefactuelle, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On regarde dans un canal avec un champ de vue, avec un objectif qui va limiter le champ de vue, en fait. Et si on se place à des mouvements collectifs, si on se place à une hauteur de canal, on va dire, plus grande que le champ de vue, ce qui va limiter en fait la longueur la longueur qu'on mesure, ça va être typiquement la taille du canal. Et par contre, si on a un champ de vue qui est très grand par rapport à la hauteur du canal, alors ce qui va limiter, c'est la hauteur du canal. Et donc, ça veut dire que ces points-là, qu'on pensait être une saturation, ici, sont finalement simplement dus au fait qu'on a un champ de vue limité. Et donc ici, ce qu'on mesure, c'est le champ de vue. On peut bien comprendre que quand on a un vortex de cette taille-là, qui fait quasiment toute la taille du champ de vue, ce qui va nous limiter ici, c'est la fenêtre d'observation et ce n'est pas la taille du vortex. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ça? Vincent Martinez, donc notre collaborateur à Édimbourg, est allé faire des mesures sur un microscope géant. Alors, un microscope géant, c'est vraiment un microscope géant, c'est à Glasgow. Donc, c'est un microscope qui a été mis au point par professeur Gail McConnell. Et en fait, elle a mis en place ce microscope. Donc, pour vous donner un ordre de comparaison, ça, c'est la taille de l'objectif dans notre laboratoire. Et ça, c'est la taille de son objectif sur son microscope qu'elle a appelé Mesolens. Et donc, typiquement, avec une lentille comme ça, on a un champ de vue qui est de l'ordre du millimètre. Et donc, on est allé, Vincent Martinez est allé faire des manips à Glasgow sur ce microscope. Et voilà ce qu'il observe typiquement. Donc, à titre de comparaison, ça, c'est la fenêtre d'observation qu'on a, nous, au laboratoire, sur nos microscopes classiques. Et ça, c'est la taille de la fenêtre d'observation à Glasgow. Donc, on a 4,2 mm sur 2,2 mm. Et vous voyez ici des bactéries en contraste de phase qui nagent dans un canal dont la hauteur, ici,
Donc, la hauteur, elle est dans le sens perpendiculaire au plan du tableau, qui est de 600 microns. Et donc, vous voyez ces mouvements collectifs ici, qui sont géants par rapport à la taille de la bactérie. Et évidemment, sur ces fenêtres d'observation géantes, ce qui est intéressant, c'est de faire de la PIV là-dessus. Et de la même manière, on va pouvoir avoir une longueur de corrélation. Donc, si on trace la fonction de corrélation sur ces grandes distances, on voit bien que le passage à zéro ici se fait autour de 600 microns, qui est exactement la hauteur du canal. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ce qui limite la longueur de corrélation de nos mouvements collectifs ici, c'est typiquement la taille du confinement, la taille du canal. Donc, en fait, ça corrobore l'idée qu'il n'y a pas de longueur caractéristique dans le système, mais que tout est conditionné par le confinement, la taille de confinement qu'on peut avoir dans la géométrie du canal. Donc, une corrélation de mouvement sur une échelle de 600 microns, quand la bactérie en mesure 2, c'est équivalent à moi si j'avais un mouvement corrélé avec une personne qui se trouve à 600 mètres. Donc, les bactéries sont capables de former ces mouvements collectifs-là sur des échelles qui sont extrêmement larges par rapport à leur taille, à la taille de l'entité. Alors maintenant, je vous ai dit, ce qui est intéressant aussi dans les mouvements collectifs, c'est de savoir quelles sont les propriétés macroscopiques qui vont émerger de ce genre de fluide. Et donc, là, une des questions, c'est comment est-ce que l'activité en fait, des bactéries dans le fluide va contribuer à la rhéologie de la suspension. Donc, en fait, la viscosité, elle est définie comme le coefficient de proportionnalité entre la déformation et le taux de cisaillement. Enfin, entre la contrainte de cisaillement et le taux de cisaillement. Et en fait, donc, depuis Einstein, donc en 1906, on sait que quand on met des colloïdes passifs en suspension, ça va augmenter la viscosité, et cette augmentation, elle est proportionnelle à la fraction volumique. Donc ça, c'est Einstein. Ça, c'est tant qu'on a une fraction volumique qui est assez faible. Il y a une correction par Batchelor dès qu'on a des fractions volumiques qui sont un peu plus importantes. Mais donc, l'idée générale, c'est de dire que si on a des colloïdes passifs en solution, globalement, ça augmente la viscosité de la solution. Or, pour les colloïdes actifs, il y a une autre théorie, en fait, qui dit que la viscosité relative, elle va également effectivement varier en fonction de la fraction volumique, mais ce coefficient-là devant, en fait, il peut typiquement devenir négatif. Et donc, s'il devient négatif, si ce coefficient-là devant devient négatif, eh ben, on a une réduction de viscosité et on n'a pas une augmentation de la viscosité. Et ce coefficient-là, prédit par les théories, en particulier de Haynes et Saint-Illan, dit que donc ce coefficient devant la fraction volumique va dépendre de l'activité des bactéries, c'est-à-dire de leur vitesse de nage et de la durée pendant laquelle elles font un run avant de se réorienter. Et donc, ces théories prédisent donc une réduction de viscosité, une transition vers une viscosité apparente qui est nulle, et donc ça, c'est prédit par une théorie de dipôle hydrodynamique actif. Donc ça, c'est un rhéomètre qui est... donc les mesures ont été faites du coup de viscosité sur un low shear, qui est un rhéomètre de Couette qui est au FAST, qui a été entièrement réinterfacé par Alban Aubertin. Et en fait, l'idée de cette mesure, c'est qu'on a deux cylindres concentriques. Au milieu, on a un gap, et puis on met la suspension de bactéries entre les deux cylindres, et puis on fait tourner le cylindre le cylindre externe, et la rotation du cylindre externe va induire un couple de force qui va s'appliquer sur le cylindre interne. Et en fait, si on cherche à garder le cylindre interne fixe, on va savoir quel est le couple de force qu'il faut pour le garder fixe. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir remonter à la viscosité de la solution. Et donc, ici, on fait des créneaux. Donc, on fait tourner le cylindre externe. Alors, on ne fait pas tourner pendant 30 secondes. On le fait tourner pendant 30 secondes, puis on l'arrête pendant 30 secondes. Et vous voyez que si on ne met pas de bactéries,
qu'est-ce qui se passe? On mesure la viscosité typiquement du fluide porteur et puis 0. Alors, par contre, si on met une fraction volumique de bactéries à 0,67%, qu'est-ce qui se passe? On a le signal rouge, c'est-à-dire rien, il ne se passe rien, on ne fait pas tourner le réomètre. Et ensuite, quand il tourne, qu'est-ce qui se passe? On mesure, ce qu'on voit, c'est une décroissance dans la viscosité effective par rapport au fluide porteur qui se stabilise sur un plateau ici. Et ensuite, quand on arrête de nouveau, le signal retourne à 0. Et ça, c'est à faible taux de cisaillement. Si on augmente le taux de cisaillement dans la solution, qu'est-ce qui se passe? À la même fraction volumique en bactéries, 0,67, on augmente la viscosité comme si on avait un colloïde passif. Donc ça s'explique parce qu'en fait, et donc l'idée, voilà, c'est qu'on prend la valeur du plateau ici et on va la représenter sur ce graphique en fonction du taux de cisaillement. Donc on fait ce réogramme-là en fonction de la fraction volumique en bactéries et on voit que quand le taux de cisaillement est assez élevé, effectivement, on augmente la viscosité du fluide, comme on s'attendrait pour un colloïde passif, parce qu'en fait, on cisaille très fort. Et comme on cisaille très fort le fluide, la bactérie ne peut pas se réorienter en fait, dans les lignes de champ et elle va se comporter comme un colloïde passif. Par contre, si on va vers des taux de cisaillement qui sont plus faibles, qui sont comparables typiquement au temps de réorientation de la bactérie, alors on peut lui laisser le temps de se réorienter dans le liquide. Et qu'est-ce qui se passe? Effectivement, la viscosité diminue en fonction de la fraction volumique. On atteint ici un plateau newtonien, c'est-à-dire que la viscosité ne varie plus en fonction du taux de cisaillement. Et plus on est concentré en bactéries, plus la viscosité s'abaisse. Alors, si on veut voir s'il y a des effets de taille dans ce système-là, on fait varier la taille du gap dans le réomètre. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, en fait, on a trois tailles de gap différents qui sont 240, 720 et 500 microns. Et on voit qu'en fait, on a les mêmes données pour différentes fractions volumiques quand la taille du gap augmente. Et donc ça nous dit qu'il n'y a pas, encore une fois, pas d'effet de taille sur ce système-là. Et par contre, ce que vous voyez ici, c'est que pour une fraction volumique de 0,75, la viscosité peut atteindre jusqu'à des valeurs nulles, en fait. Encore une fois, c'est de la viscosité effective. Donc, à une fraction volumique de 0,75%, on atteint des valeurs nulles. Et c'est ce qu'on trace ici. C'est-à-dire, en fait, on va prendre la valeur du plateau newtonien à faible taux de cisaillement et on va la représenter en fonction de la fraction volumique. Donc ici, en fait, on prend la valeur du plateau newtonien et on la représente là, dans ce graphique, en fonction de la fraction volumique. Et ce qu'on voit, c'est que la viscosité relative diminue jusqu'à atteindre un minimum qui est à 0. Et ensuite, dès lors qu'on augmente la fraction volumique, la viscosité atteint un plateau qui ne varie plus et qui est plutôt autour de 0 quand les bactéries sont très actives. Et ce qu'on voit de nouveau, c'est que cette fraction volumique critique, elle est à 0,75%. Alors, ça donne envie quand même de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du réomètre de Couette, parce qu'en fait, on mesure effectivement une viscosité nulle sur le réomètre, et donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe à l'échelle microscopique pour qu'on arrive à annuler la viscosité? Et donc, pour faire ça, on est allé à Édimbourg, où justement, ils ont, dans l'équipe de Wilson Poon, ils ont un réomètre qu'ils appellent réo-imaging, parce que c'est un réomètre cône plan, et dans lequel on peut observer, en fait, le plan est constitué d'une lame de microscope, et donc on fait tourner un cône sur la lame, et donc on va cisailler, et on va observer sur la hauteur. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se mettre à différents rayons du centre, enfin à différentes distances du centre, ce qui fait qu'on peut varier facilement la hauteur dans cette expérience. Et puis on va observer sur différentes couches, à différentes hauteurs, la nage des bactéries à l'échelle microscopique. Et donc, typiquement, voilà ce qu'on a. Donc ici, vous voyez que le cisaillement,
le cisaillement fait que le fluide est cisaillé comme ça vers le haut. Donc, vous voyez que les bactéries continuent de nager, hein, comme si elles faisaient une marche aléatoire, mais que quand même, il y a un léger biais qui est dû au fait qu'on cisaille le fluide dans une certaine direction. Et donc, si on fait ça à différentes hauteurs, on va être capable de mesurer la composante des vitesses des bactéries en fonction de la hauteur et donc en fonction du cisaillement. Et voilà ce qu'on observe. En fait, on va représenter la composante sur X des vitesses. Et donc, la composante sur X, c'est celle qui est justement dans cette direction-là. Hein. Et donc, si je la représente ici, vous voyez que pour une fraction volumique de bactéries, donc qui est assez faible, ici on est faiblement concentré, ben, le profil des vitesses reste linéaire. Et c'est ce à quoi on s'attend quand on cisaille dans un cône plan. On veut un profil des vitesses comme ça qui est linéaire. Mais vous voyez que quand j'augmente la fraction volumique, ici, ben, je vais commencer à avoir une légère déviation par rapport à ce profil linéaire. Et puis si je continue d'augmenter, cette déviation-là continue d'augmenter de plus en plus. Et donc, c'est ce qu'on a représenté ici sur ce graphique-là. C'est la déviation par rapport à la linéarité. Donc, c'est ce delta Vx-là. Ça, c'est la vitesse linéaire. Et ça, c'est le profil des vitesses mesurées, qu'on a mesuré ici par tracking. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'encore une fois, cette fraction volumique de 0,75%, elle est intéressante parce qu'en dessous de cette fraction volumique-là, on a un profil, une déviation par rapport au profil qui est vraiment faible et qui est dans l'incertitude, on va dire. Mais dès qu'on augmente la fraction volumique, eh bien, on a une déviation du profil des vitesses du fluide par rapport au profil linéaire. Et donc ici, vous vous souvenez que cette fraction volumique, c'est la fraction volumique à laquelle on commence à avoir des mouvements collectifs dans le fluide. Et donc, ça veut dire que dès lors qu'on a des mouvements collectifs dans le fluide, eh bien, en fait, on a un profil des vitesses qui est perturbé et qui n'est plus linéaire. Alors, comment on explique du coup qu'on va avoir une viscosité nulle dans le rhéomètre couette plan? Eh bien, en fait, ici, ce que vous voyez, c'est que là, on est à 0. Si j'y arrive. Là, à 0, on est sur la lame de microscope qui n'est pas mobile. Et en haut, ici, on est sur le cône qui tourne. Donc, l'équivalent dans le rhéomètre de Couette, c'est ici le cylindre interne qui est immobile et là, le cylindre externe qui tourne. Et qu'est-ce qui se passe en fait du point de vue du profil des vitesses près du cylindre, enfin en tout cas près de la plaque qui est immobile, c'est que vous voyez qu'ici, la dérivée de Vx par rapport à Z, qui est typiquement le taux de cisaillement, est quelque chose qui est plat, voire même parfois négatif ici. Et donc, c'est l'équivalent de ce que ressent le cylindre interne dans le rhéomètre de Couette. Et donc, c'est ça qui explique d'une certaine manière qu'on va mesurer une viscosité nulle, voire même parfois négative dans les rhéomètres de Couette, parce qu'ici, on a un taux de cisaillement qui devient quasiment nul. Et donc, la contrainte appliquée sur le cylindre ou sur la plaque est nulle. Et donc, ça se traduit pour nous par une viscosité nulle, alors qu'en fait, c'est le taux de cisaillement certainement qui est nul. Et donc, en fait, ça explique que dès lors qu'on va avoir des mouvements collectifs qui se mettent en place, on mesure une viscosité nulle dans le rhéomètre de Couette, on mesure un profil des vitesses qui se détache de la partie d'un profil linéaire. Donc, pour conclure sur les mouvements collectifs de bactéries, en fait, dès qu'on va avoir des mouvements collectifs qui se mettent en place, on va mesurer une viscosité apparente dans le rhéomètre de Couette qui est nulle, ce qu'on a appelé une transition superfluide. Et évidemment, ce n'est pas complètement une transition superfluide au sens de la mécanique quantique,
Et puis, on va avoir donc des mouvements collectifs, des données en tout cas qui sont consistantes avec les théories de prédiction hydrodynamique. Et une fois que les mouvements collectifs sont établis, on ne retrouve pas de dépendance en fonction de la fraction volumique. On peut continuer d'augmenter la concentration en bactéries. On ne va pas changer la nature des mouvements collectifs. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est le fait que ces mouvements collectifs, en fait, ils vont être étalés sur toute la taille du système. Et donc, c'est ça qui va contrôler la taille caractéristique dans le système. C'est le confinement de la géométrie dans lequel on fait l'expérience. Voilà. Ben, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'est mieux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou à distance? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à dire dans le chat et puis on pourra, à dire que vous voulez poser une question et on vous entendra si vous la posez. Merci beaucoup pour cet exposé avec plein de vidéos et vraiment chouette. Mais moi, j'avais une question sur le 0,75. Je veux dire, c'est universel, ça dépend des types de bactéries, est-ce qu'on peut le prédire? Enfin, voilà. Alors, effectivement, on a fait des mesures de rhéologie. Alors, attends, je suis perdue. Voilà, ces mesures-là, où on a mesuré donc, le plateau newtonien en fonction de la fraction volumique, effectivement, on l'a fait pour plusieurs souches de bactéries, on l'a fait dans différentes conditions expérimentales. C'est-à-dire qu'en fait, les bactéries, pour nager vite et fort, elles ont besoin d'oxygène. Et la limitation dans le rhéomètre de Couette, c'est qu'en fait, la surface d'interaction, d'interface avec l'air est très petite. Et donc, elle manque vite d'oxygène. Et effectivement, je n'ai pas les données là, mais quand elle manque d'oxygène, ce qui se passe, c'est qu'on n'atteint pas la viscosité nulle, mais on va atteindre un autre plateau, un autre plateau ici qui va être un peu plus élevé. Donc, en fait, ce profil de courbe, il est prédit théoriquement. Maintenant, effectivement, ça peut dépendre de la souche de bactéries qu'on prend. Ça peut dépendre, en fait, expérimentalement, ce qui est prédit ici, c'est que la décroissance linéaire par rapport à la fraction volumique, elle va dépendre de la vitesse des bactéries. Et DR, c'est typiquement l'inverse du temps de run. Donc, en fait, suivant le motif de nage que vont avoir les bactéries, elles ne vont pas avoir la même décroissance en fonction de la fraction volumique. Et pour des poolers, en fait, ça, c'est supposé être positif et donc on augmente la viscosité dans le système. La décroissance de viscosité, elle est uniquement prédite pour des pushers. Il y a une question en ligne, je ne sais pas si vous voulez la poser en parlant, c'est possible, sinon je la lis. Ah oui, alors effectivement, donc la question c'est comment expliquer une viscosité apparente transitoire négative lorsqu'on arrête le cisaillement. Donc c'est effectivement ce qu'on voit ici. Donc non, je vais m'en sortir. C'est ce qu'on voit là. Donc effectivement, ici on voit qu'avant l'établissement d'une viscosité apparente constante, on a une décroissance exponentielle. Et là, à l'inverse, quand on arrête le rhéomètre, on a une sorte d'overshoot négatif avant de rattraper une viscosité nulle. Effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Et en fait, ça a une forme exponentielle avec une tendance en fonction de la concentration en bactéries, mais ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement compris. Ça, franchement, je ne saurais pas l'expliquer. C'est une très bonne question.
Bonjour et merci pour cet exposé. C'était assez spectaculaire de voir la longueur de corrélation dépendre linéairement du confinement. C'est quoi la limite? Parce que là, c'est-à-dire on dirait que si c'est confiné sur 1 mètre, Ouais. on va avoir des corrélations sur 1 mètre, ce qui n'est pas possible. Qu'est-ce qui limite, qu'est-ce qui va limiter en dehors du confinement Voilà, en fait, cette croissance de corrélation? à en croire les théories cinétiques, hydrodynamique, on ne construit pas de longueur caractéristique dans le système. Donc, effectivement, la seule longueur qui va permettre de limiter la taille des mouvements collectifs, ça va être la taille dans laquelle Alors, pour répondre à cette... C'est pas évident non plus de répondre à cette question. Effectivement, si on a une distance qui devient grande, ben, on peut aussi dire que si la distance devient grande, si la distance diverge, le temps aussi se met à diverger et donc la mise en place des mouvements collectifs aussi d'une certaine manière. Et ça devient compliqué de l'expliquer. Alors, je ne sais pas, là, on fait des manips jusqu'à 600 microns et on voit encore à 600 microns des longueurs de corrélation. Je ne sais pas jusqu'où il faut aller pour arriver à plus les voir ou combien de temps il faut attendre ou combien de temps il faudra attendre pour arriver à les voir si on se met dans des systèmes qui sont vraiment de taille grande. Mais c'est vrai que là, déjà, 600 microns par rapport à une taille de bactérie qui fait 2 microns, c'est impressionnant, je suis d'accord. Encore une fois, c'est comme si moi, j'étais corrélée à une personne qui est à 600 mètres. À 600 mètres. Comment? J'ai pas entendu. Si vous êtes confinés. Oui, il faudrait qu'on soit toutes les deux confinées. Oui. Mais être déjà être à la surface de la Terre, c'est une sorte de confinement d'une certaine manière. Un confinement 2D qui est encore plus drastique que 600 microns l'épaisseur. Il y a une question en ligne. Donc, il y a une question en ligne, tu la lis? Je crois que tu es en train de le dire. Mais, donc, pour tout le monde, le mouvement collectif est-il induit, c'est-à-dire amorcé, par une variation locale de viscosité qui favorise son expansion ou y a-t-il un mécanisme de communication interbactéries? Alors, donc effectivement, c'est encore une excellente question. Donc, en fait, l'idée derrière la théorie, que je l'ai là, c'est qu'en fait, si on a on a des bactéries qui sont des pushers, et donc l'idée c'est que si on fait une perturbation dans le fluide, donc toutes les théories cinétiques, l'idée c'est de générer une perturbation dans le fluide et de regarder si cette perturbation, de faire une analyse en stabilité linéaire. Et donc l'idée c'est qu'avec des pushers, si on crée une perturbation du champ hydrodynamique, en fait, les pushers vont avoir tendance à s'aligner sur le champ. Et comme on l'a dit, c'est des champs hydrodynamiques qui sont extensiles, donc ils vont étirer le fluide dans la direction du pusher et ils ont tendance à amplifier, du coup, justement, comme ils étirent le fluide dans la direction de la perturbation, ils vont avoir tendance à amplifier cette perturbation. Donc, effectivement, l'idée c'est est-ce qu'on amplifie une perturbation ou pas? Et donc, il y a un lien, en fait, entre la taille de confinement, ça, c'est selon la théorie d'Alexander Morozov, on a un lien entre la taille du confinement et la fraction volumique qu'il faut pour devenir instable, c'est-à-dire pour créer des mouvements collectifs. Et donc, l'idée, c'est que plus on va confiner, donc plus la taille de confinement va être petite, plus il va falloir une fraction volumique importante, justement pour générer les mouvements collectifs. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée qui est derrière. Donc, il n'y a pas besoin, pour générer ces mouvements collectifs, il n'y a pas besoin de communication au sens chimique, en tout cas entre les bactéries. C'est en tout cas la théorie qui est basée sur des interactions dipolaires permet d'expliquer la mise en place du mouvement collectif. Merci beaucoup. Il y a éventuellement le temps pour une dernière question, si vous voulez.
Et sinon, on va remercier à nouveau notre Merci à oratrice. vous. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Et donc, le prochain séminaire général aura lieu le 5 avril et on invite Bérangère Dubrul. Et bon après-midi. Bon après-midi.